d'avoir accepté de partager ce temps depuis ce temps de l'Assemblée générale avec nous. Nous sommes un peu contraints par certains problèmes techniques dont je suis venu sur retard de part et la forme de cet entretien. Le thème de votre intervention, je le rappelle pour l'assistance, est l'état de la gouvernance et de la gestion des ressources humaines au Togo et leurs impacts. Je vais laisser la parole à mon camarade Édouard Brousse, qui est le modérateur de cet échange, de cette conférence. Édouard, tu as la parole. Merci, Monsieur Oté, disons ça comme ça. Je suis le modérateur et voilà comment nous allons procéder. Il y a 3 intervenants sur la thématique. Nous allons aller à 3 panélistes. Nous allons donner la parole d'abord à un premier panéliste, à un deuxième panéliste et à un troisième panéliste à tour de rôle. Et compte tenu du retard que nous accusons sur le temps, je vais prier un moment le premier panéliste, le deuxième panéliste, le troisième panéliste à se limiter dans le temps, c'est-à-dire ce que nous avions proposé 15 minutes, cela est possible, 15 minutes par panéliste pour détailler ce que vous avez à le premier panéliste à intervenir sera le docteur Atemako et après M. Dani Aïda et ensuite Moutouli, le troisième. Avant cela, je vais présenter une petite biographie du panéliste avant de lui donner la parole. Nous avons reçu leur biographie en abrégé et un peu tard. Donc, nous serons obligés soit de faire un résumé ou de le lire. Bon, en fait, le docteur Pascal Kosili Adjamako est togolais et puis il est français aussi. Il est un enseignant-chercheur à l'université de Sorbonne en France. Il est agrégé en mathématiques depuis 1988. C'est un intellectuel multidimensionnel et pluridisciplinaire, puisqu'il intervient aussi en économie. Il est aussi politique, puisqu'il a créé un parti politique au Togo qu'on appelle le Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL. L'homme est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pluridimensionné et pluridisciplinaire. Docteur Adjamako, je vous donne la parole. Docteur Adjamako, je vous donne la parole. Vous pouvez compléter votre biographie s'il y a des manquements. Oui, voilà. Et j'espère que maintenant vous m'entendez. Le micro avait un problème. Donc, je disais que je remercie vraiment de tout mon cœur et les responsables de Cogitogo pour avoir choisi ce thème, hein, l'état de la gouvernance et de la gestion des ressources au Togo et leur impact. En effet, et cette question de la gouvernance et de la gestion des ressources est indiscutablement le tendon d'Achille à la fois du régime héréditaire cinquantenaire togolais et de l'opposition politique togolaise. Par tendon d'Achille, je veux entendre vraiment le plus grand point de faiblesse à la fois du régime héréditaire et de l'opposition togolaise. Et pourquoi je qualifie
et la gouvernance et de tendon d'Achille à la fois du régime héréditaire et de l'opposition. Eh bien, l'exemple éclatant que nous venons de vivre il y a une semaine du Sri Lanka nous prouve que, eh bien, et le défaut de la bonne gouvernance est peut-être le détonateur le plus puissant du changement. Et si, jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à obtenir le changement au Togo, eh bien, l'exemple du Sri Lanka nous fait réfléchir pour dire que c'est peut-être à cause de ce tendon d'Achille et de la bonne gouvernance que l'opposition n'a pas encore réussi à faire aussi bien qu'au Sri Lanka, du moins à provoquer un mouvement comme au Sri Lanka. Et avec la différence que, apparemment, ce qui s'est passé au Sri Lanka n'était pas dirigé par des mouvements politiques, mais c'était spontané. Mais cet exemple prouve indiscutablement que c'est un tendon d'Achille. Et donc, au sujet de la gouvernance, il faut souligner l'hommage que l'administration coloniale française a rendu au père de l'indépendance togolaise à travers le livre de l'ancien administrateur colonial français au Togo, Robert Cornevin, dans son livre qui a pour titre Togo, nation pilote. Et dans ce livre, cet ancien administrateur rend hommage au succès de la gestion de l'État togolais par le père de l'indépendance, malgré tous les contentieux qu'il y a eu entre le père de l'indépendance togolaise, Sylvanus Olympio, et l'ancienne puissance coloniale togolaise. Et la faillite économique et morale du régime héréditaire et séquantenaire togolais traduit indiscutablement la mauvaise gouvernance et la corruption qui sont la cause profonde de la vie chère, insupportable au Togo, comme elle l'est au Sri Lanka. Et cette mauvaise gouvernance est due indiscutablement au pillage des ressources naturelles et économiques du Togo, dénoncé par le président de la République lui-même dans son discours du 26 avril 2013, en dénonçant la minorité pieuse du Togo, dont il est malheureusement le chef. Et c'est dû aussi à la primauté de l'intérêt personnel, ethnique et partisan sur l'intérêt national, patriotique et populaire. Et il n'y a qu'à se rappeler au Togo pour se convaincre de ces méfaits et de la mauvaise gouvernance au Togo, notamment l'affaire de Petrogate, avec la condamnation de ceux qui ont dénoncé le plus grand, en tout cas un des plus grands scandales financiers du Togo, puisque ce scandale consiste en de presque 500 milliards de francs CFA, qui est presque la moitié du budget national du pays, qui a été détourné à la faveur de commerce des produits pétroliers. Et il y a aussi le scandale de la braderie des banques nationales togolaises. Et cette braderie au profit des copains et des coquins du régime héréditaire togolais. Et voilà, cette question de la bonne gouvernance est d'autant plus
capital pour nous, Togolais, Africains, que cette notion de la bonne gouvernance, contrairement à ce que l'on pense, c'est une notion typiquement africaine, parce que la plus ancienne attestation de cette notion, c'est le conseil que Pharaon Amenhotep, en 1850 avant Jésus, 1900 avant Jésus, a donné à son fils qui lui a succédé. Écoute bien ce que je vais te dire pour accroître, pour bien gouverner et accroître le bien-être de tes concitoyens. Donc, voilà ce que le conseil que le pharaon Amenhotep a donné à son fils qui lui a succédé. Écoute bien ce que veut dire pour bien gouverner et en disant, en ajoutant pour accroître le bien-être de tes citoyens, il veut dire par là que la finalité de la bonne gouvernance, ce n'est pas seulement le bien-être des concitoyens, mais la croissance de ce bien-être. Et donc, l'objectif de la bonne gouvernance, ce n'est pas seulement la croissance de ce qu'on appelle de nos jours le produit intérieur brut, le PIB, mais c'est la croissance du bien-être. La preuve, dans beaucoup de pays africains, on dit qu'on a une croissance beaucoup plus importante que dans les pays d'Europe ou même d'Asie, mais cette croissance ne profite en rien au bien-être des citoyens. Pourquoi? Parce que c'est une création, il y a certes, le PIB traduit une création de richesse, mais c'est une création de richesse qui est entièrement pillée par des sociétés étrangères et qui ne contribue en rien au bien-être des citoyens. Donc, la bonne gouvernance, comme l'a dit et le pharaon, c'est pour la croissance du bien-être des citoyens et non pour la richesse des pilleurs de pays, comme malheureusement c'est le cas de la plupart de nos pays africains. Et voilà, donc je disais que la bonne gouvernance, c'est aussi le tendon d'Achille de l'opposition togolaise. Et pourquoi? Parce que, à ma connaissance, il n'y a aucun programme économique clair et concis et des divers partis politiques togolais en vue de l'alternance politique tant attendue par le peuple togolais depuis plus de 50 ans. Et donc, c'est vraiment étonnant que, malgré les critiques qu'on entend de la part de certains leaders de l'opposition togolaise, il n'y a pas un programme concret et clair et de la bonne gouvernance qui est proposée en vue de l'alternance. Et sur ce point, je pense que le mouvement du peuple pour la liberté est une exception parce que le mouvement du peuple pour la liberté a proposé en 10 points les programmes essentiels de la bonne gouvernance en vue de l'alternance. Et en particulier, je vais vous lire le point numéro 3 du programme en 10 points du mouvement du peuple pour la liberté. Et en ce qui concerne, je veux dire, la bonne gouvernance et des ressources à la fois humaines et naturelles. Donc, le point 3 dit ceci: pour inaugurer et consolider le changement dans la vie de tous et de chacun, grâce au travail rémunérateur pour tous et chacun, garanti par des mesures et des réformes révolutionnaires à prendre par l'État pour toutes les catégories de travailleurs potentiels, en particulier pour les agriculteurs, avec la réforme révolutionnaire des entreprises agricoles, pour les travailleurs citadins diplômés, avec la révolution de l'offshore informatique, pour les travailleurs citadins non diplômés, avec la révolution de l'offshore industriel dans la zone franche industrielle, sur toute l'étendue du territoire national, plus spécialement
dans l'extension du port de Lomé, le seul port en eau profonde de toute la côte ouest africaine, à 200 km du plus grand marché national africain de 200 millions de consommateurs nigériens. Voilà. Donc, voilà en quelques mots un condensé de programmes de gestion, de bonne gouvernance et de gestion des ressources humaines et naturelles et du Togo proposé par le MPL en vue de l'alternance politique et pacifique. Et maintenant, la gouvernance des ressources à la fois humaines et naturelles qui est d'actualité. Et j'aimerais parler donc de la guerre qui est déclarée officiellement contre le terrorisme islamiste au Togo. En effet, le décret du 13 juin dernier est appelé décret de déclaration d'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes, est en fait une déclaration de guerre du Togo au terrorisme islamiste. Et toute guerre est une épreuve révélatrice des grands hommes d'État, comme Churchill et De Gaulle se sont révélés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la guerre en cours en Ukraine a révélé la trempe des présidents Poutine et Zelensky, en particulier de Zelensky, qui est fréquent sur les fronts de bataille de la guerre, contrairement à Poutine. Et la guerre déclarée contre le terrorisme islamiste au Togo est une épreuve permettant de révéler à tous les Togolais et au monde entier la trempe du chef d'État togolais, le prince héritier du régime héréditaire togolais. Une épreuve permettant de révéler sa capacité de gouvernance des ressources humaines et techniques de l'armée togolaise. Or, la gestion de ces ressources jusqu'à ce jour est inquiétante. Les seules manifestations de la part du chef de l'État ont été la réunion du 20 juillet dernier avec les notables de la région de Savane à Dapaon et la réunion qu'il a demandé à son Premier ministre d'organiser avec les chefs de partis politiques togolais le 4 août dernier. Et jusque-là, on ne voit que des paroles. Il n'y a pas des actes de mobilisation des ressources humaines de l'armée togolaise. Et c'est dans la nuit du 9 au 10 juillet et qui a eu le drame de l'assassinat par erreur de 8 jeunes. Et c'est le soir du premier jour des festivités des Evala. Et pour cette festivité, en marge des Evala, parce que quand on parle d'Evala, il y a les luttes proprement dites, mais il y a toutes les festivités qui sont organisées autour des luttes. Eh bien, pour protéger ces festivités mondaines en marge des Evala, la presse a révélé que le gouvernement togolais a mobilisé 7000 hommes. Pendant qu'il n'y avait presque personne comme ressources et militaires pour assurer la guerre qui est déclarée dans les savanes. Or, d'après les perspectives de la presse, l'armée togolaise est forte de plus de 20 000 hommes, dont 7 000 ont été mobilisés pour protéger ceux qui font la fête. Et jusqu'à maintenant, on se demande quelles sont
les militaires, les ressources humaines qui sont mobilisées pour honorer cette déclaration de guerre. Donc, réunir des notables ou bien des partis politiques pour demander leur avis, mais ça ne veut rien dire. Il faut, quand il y a une guerre, il faut mobiliser les ressources humaines et les ressources techniques pour faire face à la guerre. Bon, le drame de la nuit du 9 au 10 juillet est dû à la mauvaise manipulation des drones. Mais les drones, ce n'est pas seulement pour tirer sur des ennemis supposés. Les drones, c'est aussi pour repérer, pour faire donc de l'intelligence, des renseignements. Donc, l'État doit non seulement mobiliser ses ressources humaines, les ressources humaines de l'armée togolaise, mais les ressources techniques et en matière de drones pour le renseignement sur et non seulement la localisation et des terroristes qui font des incursions, mais aussi sur leur mouvement. Oui. Et cela suppose aussi de former les ressources humaines militaires qui doivent gérer ces ressources techniques, parce que le maniement des drones, eh bien, ça ne relève pas des compétences techniques d'une armée, ça relève plutôt de compétences informatiques. Donc, il faut mobiliser les ressources techniques nécessaires, mais pour honorer la guerre qui est déclarée. Donc, ce que fait le gouvernement jusqu'à maintenant est complètement incompréhensible. Et jusqu'à maintenant, cette inaction ou bien cette incompétence du gouvernement dans la guerre n'est pas dénoncée ni par les partis politiques, ni par les organisations de la société civile. Quand on a déclaré la guerre, eh bien, il faut utiliser les moyens de la guerre, à la guerre comme à la guerre. Et donc, cette question de la gestion des ressources humaines et techniques et dans la guerre déclarée contre le terrorisme donc, fait donc, partie du thème que nous abordons. Et c'est ce qu'il y a, je dirais, ce qui fait l'actualité de la question de la gestion des ressources humaines et naturelles au Togo et leur impact. Donc, notamment sur la sécurité, et la sécurité des Togolais. Donc, et voilà ce que je tenais à dire en résumé, en introduction à ce débat et sur l'état de la gouvernance et de la gestion des ressources au Togo et leur impact. Et je suis prêt à développer mes idées à la faveur des débats qu'il y aura. Et donc, comme je ne voudrais pas trop mobiliser la parole, je vais laisser la parole aux autres intervenants. Je vous remercie. OK. Nous avons de petits problèmes, de petits soucis techniques, comme tout au début. Et comme d'habitude, l'ingéniosité des uns et des autres nous a toujours aidés ou nous aide toujours à surmonter ces difficultés. Et comme vous l'aviez entendu,
Dr Adjamagbo a développé son thème autour de sur plusieurs axes. Nous reviendrons sur ça après l'intervention des deux autres panélistes. Et le prochain panéliste, c'est Dani Aïda. Bonjour l'ami. Et Dani Aïda, lui aussi, j'ai reçu sa biographie un peu tardivement. Donc, je ne pourrais faire qu'un petit résumé de ce qu'il m'a envoyé. Il lui-même peut compléter après, bien sûr. Il dit qu'il a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion du développement international et que lui-même, il est fondateur de Africa Labour Group et Inc. Et il a mené plus de 30 missions d'études, de recherche, de gestion de projets de conseil stratégique dans plus de 15 pays africains. Il est aujourd'hui Senior Resident Director du NDI. NDI, c'est aux États-Unis, bien sûr, pour les pays d'Afrique centrale. Donc, c'est un monsieur aussi qui est un pluridimensionné dans l'expertise du développement. Nous lui donnons la parole. Dani, tu as la parole. Merci, cher ami et frère Edouard Douce. Bonjour à tous les frères et sœurs qui sont réunis à Fribourg pour cette importante rencontre de Codi Togo. J'aurais bien aimé être avec vous. Quand j'ai reçu l'invitation, j'ai promis de venir. Et puis, en regardant mon agenda, j'ai constaté qu'il y avait un conflit d'agenda. Et j'ai été honoré qu'on m'ait demandé de proposer, disons, quelques réflexions sur le thème de l'état de la gouvernance et de la gestion des ressources humaines et sous-sol au Togo et leurs impacts. J'ai essayé de tourner le thème dans tous les sens pour voir qu'est-ce que je peux apporter par rapport à cela dans le sens de l'orientation de votre rencontre. J'ai proposé d'aborder cela sous l'angle de la gouvernance subie par les Togolais, que tout le monde comprend aisément, mais je me garde de vous raconter des choses que vous savez déjà, parce que s'il est une chose que les Togolais savent, c'est les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est ce qu'ils subissent comme problème, comme difficulté depuis longtemps. Donc, je vais plutôt essayer, dans la mesure du possible, en parlant de cette gouvernance subie-là, de partager quelques éléments en rapport avec l'existant, des éléments d'enjeux et de défis. Et j'ai articulé environ 15 minutes que vous m'avez accordé, mon intervention, pour d'abord essayer d'illustrer le système politique qui est en place au Togo aujourd'hui. Dans un deuxième temps, m'appesantir sur l'échec des réformes institutionnelles que les Togolais ont revendiquées au cours des 5 dernières années qui n'ont pas abouti et comment le régime actuel s'en sort avec cet échec-là. Et en troisième et dernier lieu, parler de la gestion publique face aux défis de la modernisation de l'État qui semble préoccuper le pays, les gouvernants, quoique ces gouvernants ont beaucoup de limites dans leur tentative de moderniser le Togo, de rendre le Togo, de faire du Togo un État viable, moderne. Donc, entendons-nous bien, quand on parle de gouvernance, on parle de la gestion publique. Et elle peut être caractérisée de différentes manières et l'angle sur lequel nous attaquons la chose, c'est de considérer que quand on voit le Togo dans son évolution politique et dans le contexte actuel, comment nous pouvons caractériser le pays? D'office, je considère que le Togo, l'espace public, donc l'espace politique togolais, est fermé. Nous distinguons 3 grandes catégories d'espaces. Il y a des espaces qui sont ouverts, où la démocratie s'exprime, où les citoyens sont libres de désigner leurs dirigeants et de les sanctionner quand cela est nécessaire.
il y a des espaces semi-ouverts ou semi-fermés, donc c'était des espaces précédemment fermés, mais qui commencent à s'ouvrir parce qu'il y a des mécanismes de réforme qui sont mis en place où il y a l'espoir qu'il y ait de l'amélioration donc de la gouvernance publique. Et des espaces fermés. Et je considère encore le Togo comme un espace fermé. Pourquoi je le considère ainsi? D'abord, dans ce pays-là, que nous connaissons bien, les inégalités économiques sont croissantes. Il y a des Togolais, de par leur naissance, de par leur affiliation au régime, qui ont beaucoup de faveurs, et d'autres qui sont dans la population générale, de par leur provenance ethnique, leur famille et leur histoire, subissent cette gouvernance et sur le plan économique, ont des capacités très faibles. Deuxième niveau, deuxième tendance, ce qu'on constate au Togo depuis 5 à 8 ans, c'est que le digital prend de l'ampleur et joue un rôle de disrupteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias sociaux jouent un grand rôle. Les réseaux sociaux sont plus puissants face au régime comme système de contrepoids que des systèmes organisés de façon institutionnelle. Le régime, quand on prenait une décision, ne se demande pas qu'est-ce que penserait l'opposition, qu'est-ce que penserait la presse, qu'est-ce que penserait la société civile, mais quel serait le contre-coup qu'il pourrait avoir des médias sociaux en général. Comment la population réagirait à travers les médias sociaux. C'est un élément qu'il faut prendre en compte. La troisième tendance, c'est une certaine coordination et apprentissage des autocrates. C'est-à-dire qu'un certain nombre de Togolais affiliés au régime s'entendent pour préserver la situation actuelle. Ils exploitent l'État dans tous ses attributs, sur le plan économique, financier, social et autres, sur le plan sécuritaire également. Et pour eux, en maintenant ce statu quo, ils garantissent pour eux et leur progéniture un avenir durable. Donc, c'est ce que j'appelle coordination et apprentissage par les autocrates. Donc, c'est un système bien forgé qui se maintient et qui se renouvelle à l'intérieur de ce microcosme-là. Quatrième tendance, c'est la polarisation idéologique et puis la montée du populisme. Avec plus de 3 décennies de tentatives de renverser le système par des réformes, par des élections et autres, les adversaires du régime sont de plus en plus radicalisés, ils l'expriment de différentes manières, et puis de plus en plus populistes également, parce que leurs propositions ne rencontrent pas toujours la réalité des faits, et ce qui fait qu'ils sont dans leur posture, mais rien ne change. Cinquième et dernière tendance, c'est également la radicalisation et l'extrémisme violent dont le professeur Adjamagua a parlé à l'instant. C'est un sujet qui me passionne et l'une des raisons pour lesquelles je ne suis pas venu avec vous, c'est que depuis 4 ou 5 semaines, j'ai été nommé à la tête d'une commission d'experts pour travailler sur la stratégie de stabilisation de la région du Liptako-Gourma réunissant le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et je vous parle en ce moment à partir de Ouagadougou, je suis arrivé avant-hier. C'est un sujet qui m'intéresse dans la mesure où, quand toutes les solutions normales de la gouvernance politique sont impossibles, c'est les solutions impossibles que les gens entrevoient. Et quand on voit le Sahel, et avant le Sahel, l'Irak, la Syrie, l'Afrique du Nord à un certain moment, c'est le Sahel qui est en train maintenant de contaminer la région côtière ouest africaine. Donc ça, c'est un élément sur lequel, si vous êtes intéressé, on peut revenir pour voir dans quelle mesure un tel système politique au Togo pourrait résister à cette tendance-là et comment le pouvoir togolais pourrait, s'il le veut bien, s'entendre avec le reste de la population pour éviter que le Togo devienne un territoire d'élection des mouvements djihadistes. Je viens d'épuiser 8 minutes. À vrai dire, j'ai promis au début de ne pas vous raconter ce que vous savez déjà. Vous savez, par exemple, ce que les Togolais vivent, ils le disent tout le temps. Ça, les Togolais ne se le cachent pas. Ça fait plus de 3 décennies, depuis la conférence nationale, tout ce qui va mal chez nous, tout le monde le sait. On sait qu'il y a un système répressif, on sait qu'il y a un régime corrompu,
On sait que la violation des droits humains est massive et ça se fait tout le temps et que parfois même la communauté internationale s'accommode avec. On sait qu'il y a des criminels économiques qui ne vont jamais en prison, mais que des opposants qui critiquent un peu sont en prison depuis longtemps et ils y sont. Et d'autres camarades qui sont récemment encore arrêtés, ils sont. Et ça ne dérange pas le régime. Il y a une certaine absence de rapport de force organisé. Le régime a réussi à retourner contre les réformateurs, contre les démocrates, leur propre aversion qu'ils avaient aménagée contre lui. Mais on le sait, chers frères, nous savons qu'aucun régime ne peut se réformer contre lui-même. Donc, quand le PNP, son groupe, avec l'adhésion d'autres forces politiques, après ont tenté depuis 2017 d'amener à des réformes forcées, le régime a joué avec et a retourné ça en manipulant le processus de réforme. Au final, il a fait des contre-réformes qui ont eu pour conséquence de maintenir le statu quo. Le système partisan togolais est très déficitaire et nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas constater qu'il y ait d'avancement. L'engagement citoyen togolais se fait à travers un certain nombre d'organisations de la société civile qui n'ont pas de capacité réelle, qui dépendent de subventions ou à défaut de cela, qui ne font rien. Le contrôle social est également très limité. Les syndicats, les médias n'ont pas beaucoup de parole ou alors font juste semblant de pouvoir les admettre comme tels. Il y a depuis quelques années, quelques initiatives. Je crois que le troisième intervenant a prévu de parler d'un certain nombre de référentiels sur le plan économique, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais il y a pas mal d'initiatives prises par le gouvernement dont on a toujours vu les limites. J'étais au Bénin les 2 dernières semaines. Je peux vous dire qu'il y a des transformations extraordinaires sur le plan économique et social, ce que je ne vois pas au Togo, où j'y vais souvent. Alors que les inaugurations ne manquent pas, des signatures de conventions ne manquent pas, avec les mêmes partenaires internationaux financiers comme le Togo. Mais quand ça ne prend pas, ça veut dire que la stratégie n'est pas la bonne, parce que la population ne pousse pas ces projets-là et que le gouvernement est en déphasage avec cette population. L'ambition pour le pouvoir se maintenir est réelle, fait tout pour cela et fait tout pour neutraliser tout ce qui pourrait l'amener à décliner. Il y a des tentatives de rayonnement à l'international, comme des tentatives de réforme, de médiation que le régime entrevoit dans la crise, par exemple, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, au niveau du Tchad et d'autres tentatives. Mais là où Adema Gnassingbé est différent de son fils, parce que Adema était un tribun, il n'a pas fait de grandes études, mais il a pu se façonner en étant pendant longtemps en jouant sur les avatars d'une partie unique. Il a essayé d'édifier une personnalité que son fils, Faure Gnassingbé, n'a pas. Ça, il faut bien qu'il se l'admette. Et puis, voilà, donc, en termes de personnalité là-dessus, il faut qu'on admette que même c'est la même famille, mais sur le plan de transmission des gènes, il doit y avoir des défauts à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il existe une alternative? Je suis sûr qu'on me posera ces questions parce qu'il ne faut pas se limiter à des diagnostics. Je dirais, dans un premier temps, qu'il ne faut jamais abandonner le front politique. Sur ce plan-là, il faut bien que Kody Togo nous dise quelle est sa place, quel est son rôle dans ce microcosme-là. Est-ce que vous êtes un syndicat de Togolais de l'étranger qui ont des revendications et qui s'arrêtent là, ou bien vous constituez une force politique qui a des propositions, qui a des alliances stratégiques, qui a des capacités d'action et qui met en branle des mécanismes pour y arriver? C'est des interrogations auxquelles il faut bien que vous répondiez. J'espère que de l'Allemagne, de bonnes réponses arriveront. L'espace fermé qu'est le Togo doit pouvoir aller vers un espace en voie d'ouverture. Et ça ne peut arriver que quand les citoyens s'expriment. Les partis politiques qui sont créés pendant longtemps doivent pouvoir s'adapter aux conditions actuelles. Et comme ça se passe dans d'autres pays, des pays comme le Bénin ont connu des fermetures, des pays comme le Mali, comme le Tchad, le Nigeria et autres, mais de temps en temps, même le Niger en ce moment, mais à l'intérieur de cela, on sent des dynamiques qui émergent et des transformations qui suivent par après. Il faut également soutenir ce que j'appelle le front citoyen. Il y a des organisations citoyennes, des leaders de la société civile dont les capacités sont connues. Quand ils ne peuvent pas continuer à compter sur l'aide étrangère avec des projets subventionnés, il faut qu'ils arrivent à croire qu'en prenant des initiatives, il y aura des soutiens. À ce niveau-là, il faut bien qu'il y ait une stratégie
avec une théorie de changement bien réfléchie qui aide à maîtriser cela. Il faut innover aussi politiquement dans la position. Quand on a passé 30 ans à s'opposer d'une certaine manière à l'intérieur comme dans la diaspora, ben, il faut avoir l'intelligence de changer de fusil d'épaule quand on sent la façon dont la cible se réadapte. Quand nous, on continue de la même façon à rengainer et que rien ne change, je ne suis pas sûr que c'est nous qui sommes les plus malins. Mais je le dis, ça me concerne aussi. Il faut continuer à surveiller l'État togolais, à l'intérieur comme à l'extérieur, et trouver les moyens adéquats pour le contraindre à des mécanismes, à défaut de changement immédiat, de transformation graduelle qui amènent à terme à des changements durables. J'ai fait 14 minutes, 9 secondes, je vous laisse le reste. Merci et je suis prêt à répondre à des questions éventuelles. Merci, merci Dani, pour ta brillante intervention. Et ce que je voulais rappeler ceci rapidement, et nous avons pris des notes, mais avant le début des débats, j'aimerais ou je demanderais aux panélistes de préparer un petit résumé qu'il faille donner, enfin, pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Donc, je vais donner la parole au troisième panéliste. Entre-temps, les deux premiers, préparez un petit résumé de peut-être 2 minutes. Et après ça, le débat va commencer. Les débats vont commencer. Et le troisième panéliste, c'est Joseph Atunubi. Je viens d'avoir aussi sa biographie, elle est un peu brève, je vais vous la lire rapidement. Et il a fait ses débuts à l'université de Lomé en 90. Et puis, il a fait l'Allemagne au début des années 2000. Et puis, il était parti au Québec, au Canada. Maintenant, il travaille au ministère de l'Emploi. Il travaillait précédemment au ministère de l'Emploi et actuellement au ministère des Transports. Mais attendez, ce n'est pas au ministère des Transports du Togo, hein, au ministère des Transports du Québec. Donc, il est au Canada. Monsieur Atunubi, Joseph, vous avez la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Le son est bon? Oui. Oui, donc encore une fois, merci de l'invitation et puis c'est un honneur et tout un plaisir de participer à cette rencontre. Nous sommes réunis encore pour la cause togolaise. Si vous permettez, je partage mon écran. Vous me dites si vous le voyez. Oui. Donc, je vais y aller rapidement avec 15 minutes. Je dirais que en diapo, mettez votre PowerPoint en diapo. OK. Juste un instant. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, ce qui est déjà évoqué, un petit aperçu le Togo indépendant. Le père fondateur est principalement Sylvanus Solom qui, à ses débuts, a pris des décisions fortes, notamment moins de 3 mois après les indépendances. Un accord a été signé avec les Allemands pour la construction du port autonome de Lomé, le seul port en eau profonde, comme c'était souligné. Et si vous voyez bien les indicateurs, le Togo, la valeur ajoutée, par exemple, de l'agriculture était la plus élevée de ses voisins. Et puis, par contre, les dépenses militaires étaient au minimum. Donc, le Togo était bien parti. Il a refusé de signer le pacte colonial, payer la dette coloniale. Ils ont augmenté la part dans la société d'exploitation des phosphates et puis racheté
la société d'électricité. Donc, au début, les jalons étaient posés pour le rêve du Togo hors de l'humanité. Mais juste après, nous avons connu les développements, mes prédécesseurs ont fait le développement. 60 ans après, où en sommes-nous? Donc, je peux citer Norbert Zongo qui dit que personne n'a un avenir dans un pays qui n'en a pas. Et c'est la situation actuellement du Togo. Si nous voyons aujourd'hui, brièvement, le secteur primaire apporte 22% au PIB du Togo. Le secteur secondaire, dont aussi en partie la transformation agricole, alimentaire et les autres, apporte 33%. Et le reste, c'est le secteur informel. Donc, près de 55% apporté par le secteur informel, ou 50% par le secteur informel. Mais le secteur informel qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de programme d'accompagnement et qui n'est pas valorisé malheureusement. Donc, idéalement, pour partir, pour un changement éventuel, il faut mettre l'accent sur le secteur informel, revaloriser le secteur informel pour un développement à la base. L'état des ressources minières du Togo qui sont connues, parce qu'apparemment, il y a d'autres qui ne sont pas officialisées. La région maritime, il faut dire que le Togo, en fait, a cette chance d'être doté en ressources naturelles comparativement au Bénin ou certains voisins. Donc, on a le phosphate, les calcaires qui entrent dans la fabrication du clinker, par exemple, où le Togo est un grand exportateur de clinker vers les pays limitrophes pour la fabrication du ciment. Mais ironiquement, le ciment coûte plus cher au Togo que dans les pays voisins qui achètent le clinker du Togo. La région des plateaux, on a le cuivre, le nickel, l'aluminium et autres au niveau du mont, du massif Agou. Il y a Comit, dans Aïto, un peu d'or et ainsi de suite. Dans la région centrale, il y a des indices d'or à Agbandi, le phosphate aussi à Pagala. Donc, le phosphate n'est pas seulement dans la zone côtière, mais aussi à Pagala. Il y a le nickel, le chrome et le bauxite, ainsi de suite. Dans la région de la Kara, il y a de l'uranium, des phosphorites, rhénites à Bassa, et puis de l'or aussi dans la structure de la Takora. La région des savanes, on a du manganèse et d'autres. Donc, il y a certaines ressources dont les évaluations, les estimations vont par exemple 500 millions de tonnes pour l'uranium. Donc, on pourrait revenir là-dessus parce que, étant donné qu'on n'a pas assez de temps, l'état réel du Togo, le Togo est à la traîne. Quand on fait l'analyse, le Togo est à la traîne actuellement. Les dépenses militaires actuellement est le seul domaine où le Togo dépasse ses voisins, contrairement au début des années 60, juste après les indépendances. Donc, le Togo consacre près de 3,12%, alors que le Bénin est à 0,65%. Et le Togo dépasse aussi des pays qui ont des problématiques avec les djihadistes, le Burkina Faso, le Mali, en termes de dépenses militaires en pourcentage du PIB. Et aussi au niveau du produit intérieur brut, le Togo est tout dernier, bon dernier sur ce champ. Donc, tous les indicateurs du Togo, que ce soit qualitatif, indice de corruption, indice de bonheur, indice de développement humain, le Togo est à la traîne partout. Donc, c'est vraiment regrettable. Par contre, au niveau du gouvernement, on a des dépenses de prestige. Il faut noter que, comme l'a déjà souligné Jeune Afrique en décembre 2016, Faure Gnassingbé fait partie des présidents qui voyagent le plus. Je dirais que c'est assez inquiétant, d'autant plus qu'en 2018, il y a eu 22 voyages. C'est une moyenne de un voyage aux 17 jours, pratiquement à la quinzaine. Si vous prenez en compte que les dépenses des officiels, surtout des chefs d'État, mobilisent énormément de ressources, fait une pression sur les devises. Si aux 15 jours, le chef de l'État voyage avec une délégation pléthorique, on y va, le temps de revenir, de se remettre au travail, on repart, alors que ces voyages n'apportent pas grand-chose au pays, du moins si on ne voit pas les résultats de ces voyages. Même en période de pandémie, les voyages ont continué et puis ont repris. Et cette année déjà, jusqu'à la moitié de l'année, sont 7 ou 8 voyages. Et ce sont des informations qui sont disponibles sur le site du gouvernement.
présidence gouv. Je crois que c'est point comme... Oh, excusez-moi. C'était au niveau des voyages. Et puis, une administration inefficace et des domaines de l'État bradés. C'était déjà évoqué, donc il y a un aperçu ici. Une administration pléthorique. On a, selon les données récemment publiées par le gouvernement, le tableau de bord de l'économie togolaise de janvier 2021. On aurait environ 58 000 fonctionnaires, dont 7 000 cadres A1 et 13 300 cadres A2 dans la fonction publique. Mais par contre, dans le privé, il y aurait environ 143 000 Togolais qui sont actifs, ce qui veut dire qu'en grosso modo environ 200 000, sur une population de plus de 8 millions qui sont actifs réellement. Le reste, le secteur informel, la transformation locale. Donc, il faut mettre l'accent sur ce secteur informel-là si on veut rattraper les autres et si on veut asseoir une politique de développement à la base. Il y a aussi le bradage des domaines de l'État, même les domaines de souveraineté de l'État, comme la télécommunication, les autres ont été bradés. Toutes les banques togolaises ont été bradées en dehors de l'UTB, mais qui ne va pas non plus mieux. Même cette semaine, la presse togolaise sort encore un détournement de 600 millions à l'UTB. Donc, le Togo Télécom, dont Togocel faisait des chiffres d'affaires de 120 milliards qui a été vendu à 48 milliards. Et le directeur de Togo Telecom vient de démissionner cette semaine. On n'en sait pas plus. En ce qui concerne le budget, des lignes budgétaires qui sont programmées décaissées, mais la réalisation ne suit pas. Tous ces programmes ont été du moins listés dans la ligne budgétaire des années durant. Mais à ce jour, des programmes qui sont clôturés en partie, on n'a aucune réalisation, mais les fonds sont décaissés, ou du moins les lignes budgétaires ont été exécutées. Et le programme national de développement, en exemple, le programme national de développement qui était supposé, après 5 ans, apporter du moins 50% de taux de bancarisation au Togo et plus d'1 million d'emplois, dont 500 000 emplois directs. Mais on a vu tantôt que même les chiffres du gouvernement disent que dans le secteur privé au Togo, il y a 143 000 Togolais citoyens qui y travaillent. Donc, le plan national de développement, le PND, est mort-né. C'est là où nous en sommes actuellement. Le filet social est absent parce que même des programmes, ou du moins adoptés par le gouvernement, n'ont pas su. La captation des deniers publics par la minorité dirigeante. Les 10 dernières années, si on fait une compilation rapide, c'est plus de 2 000 milliards de francs qui ont été détournés, ou du moins révélés par la presse, mais ça, ce n'est qu'une partie infime de la réalité. Et d'autres détournements, ou bien d'autres, surtout le fonds, le fer d'entretien routier, c'est d'une opacité totale avec le Togo qui est quadrillé par des péages un peu partout, contrairement aux autres pays de la sous-région. Donc, c'est une opacité totale au niveau de la gestion des fonds, l'effectivité du budget aussi est à questionner. Les conséquences de l'absence de vision et de patriotisme. Nous nous retrouvons maintenant avec ces indicateurs en comparatif avec ses voisins et même au-delà, je dis, les pays du Conseil de l'Entente plus le Ghana. Le Togo, là encore, est déclassé, est délaissé par ses voisins et c'est seulement au niveau des dépenses militaires que le Togo est en avant sur ses voisins. Que ce soit les dépenses publiques par habitant, les dépenses en éducation, les dépenses en santé. Par exemple, les dépenses en santé, le Togo, en 2017, avait consacré 6 euros en santé par habitant, alors que la même année, quand vous voyez, au Ghana, c'est 20. Au Burkina Faso, le Burkina Faso est un pays désertique qui est enclavé, mais qui a d'autres préoccupations que le Togo n'a pas, 17 euros. Donc, vous voyez un peu là où sont les priorités au Togo comparativement aux voisins. Les conséquences de l'absence de vision suite, c'est toujours
du moins la mauvaise gestion, la corruption et puis la gabegie qui ont été cités, qui se retrouvent dans cet aperçu, les fonds de la COVID, même le Novici. Des milliards ont été officiellement déclarés dépensés, mais sont allés où? Personne ne sait qui sont ceux-là qui ont effectivement perçu ces transferts. On ne sait pas, on n'a pas de données, il n'y a pas de suivi. Même le matériel médical qui aurait été commandé, déclaré pompeusement pour équiper les centres de suivi de la COVID ne sont jamais arrivés. Même, et puis la loi sur l'effectivité sur l'assurance maladie universelle au Togo, INAM, reste toujours dans les limbes et puis on attend son déploiement effectif pour le bénéfice des Togolais. L'endettement exponentiel est non structurant parce que nous faisons des dépenses de prestige au lieu de faire des dépenses structurantes. Ce qui fait que la dette publique augmente et le Togo actuellement, les signes sont au rouge, d'autant plus que le Togo est obligé d'aller presque mensuellement sur le marché régional, ce qui est connu. Les autres marchés aussi, on n'a pas trop de détails là-dessus. En avril, par exemple, ils ont été levés 32 milliards, en mai, 11 milliards, ainsi de suite. C'est comme si même le fonds de roulement est à sec, donc on est obligé chaque mois d'aller chercher des fonds pour pouvoir régler les fins du mois, comme si vous permettez l'expression. Et la cherté de la vie. Il y a quelque chose d'incohérent dans certaines déclarations du gouvernement. Le 30 mars cette année, quand le gouvernement augmentait le prix du carburant, le gouvernement avait justifié le fait qu'en 2019, le brut était à $18, mais est monté à 110 et bientôt à 120. Mais si nous remontons en 2019, quand le brut était à moins de $20, le prix à la pompe n'avait pas baissé substantiellement. Le prix à la pompe était encore égal pour le super à 564. Mais la différence était allée où? Peut-être qu'il y a un fonds pour... du moins, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont constitués des fonds pour pouvoir, par exemple, subventionner des situations où le prix augmentait, mais ce fonds est allé où? Quel est l'état de situation de ce fonds actuel? Parce que quand c'était à $19, il y avait une marge énorme pour le pouvoir. Vous avez fini? Donc, oui, juste 30 secondes. Actuellement, si vous comparez dans un comparatif, le Togo est au centime, c'est-à-dire les minutes passées, le prix du carburant dans la sous-région encore, c'est ce comparatif. Et puis, les pistes de solutions pour finir, j'espère que pour finir, les pistes de solutions, c'est rendre l'administration inclusive, accessible à tout le monde, réduire le train de vie de l'État, surtout les bons d'essence. Actuellement, selon les informations, il y a des officiels qui ont des bons d'essence qui expirent même parce qu'ils ne l'ont pas utilisé. Les frais de voyage et autres, donc il faut réduire ça énormément parce que ça coûte des milliards. Faire de l'imputabilité le credo de gestion de la chose publique, rendre les gens imputables. Rendre possible les qualités de chance pour la poursuite du bonheur collectif, c'est-à-dire développer une stratégie agro-pastorale, ainsi de suite. Je n'ai pas le temps pour tout citer, mais bref, il y a du travail à faire, il faut se mettre au travail et rendre possible le bonheur collectif au Togo. Merci. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais le sujet était... Merci. Oui. Merci beaucoup à nos trois panélistes. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous livrer une thématique assez dense, il faut l'avouer. C'est purement économique. Je vais essayer de résumer et s'il y a des manquements, ces panélistes vont compléter. Le docteur Adjamagbo a débuté son intervention en parlant du Togo, enfin, comme une nation pilote, et selon les pères fondateurs qui voulaient faire du Togo une nation pilote. Selon les pères fondateurs de la nation togolaise, on parle bien sûr du
du président Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, Dr Adjamagua a parlé de la faillite économique et morale du régime togolais qui s'appuie sur la mauvaise gouvernance et la corruption. Et ce que le président togolais lui-même, en 2013, a dénoncé dans un discours en disant que c'est la minorité pieuse qui régente le Togo. Il a aussi parlé de l'affaire pour étayer la mauvaise gouvernance et la corruption. Il a parlé de l'affaire Petrogat et la condamnation de ceux qui ont dénoncé le scandale, malheureusement. Il a parlé de ça. Et il a parlé aussi de la braderie des banques nationales au profit des coquins du régime. Il a aussi dit que non à la croissance du PIB, mais à la croissance du bien-être du citoyen, ce qui n'est pas le cas pour la plupart du Togo, peut-être des pays africains aussi. Il a parlé de la bonne gouvernance qui est un talon d'Achille pour l'opposition aussi, qui manque cruellement de programmes concrets et clairs proposés durant leur tentative pour l'alternance, enfin, leur discours pour l'alternance. Il a aussi parlé de la mauvaise gouvernance des ressources minières et humaines. Il a parlé de l'utilisation du port autonome de Lomé qui devait être qui est un port en eau profonde pour l'exportation de nos produits, mais que ce port est utilisé malheureusement pour autre chose. Enfin, les devises, l'argent recueilli pour ce port ne sert à rien. Enfin, il y a un manquement là-bas, le docteur peut compléter. Il a parlé aussi de la guerre contre le terrorisme. Il dit qu'il a dénoncé l'insuffisance de cette guerre et il a dit que la déclaration du 13 juillet 2022 devait être en principe, qui était une guerre contre le terrorisme, le djihadisme islamique, est une preuve qui doit révéler la capacité de notre gouvernement. Mais malheureusement, au moment où on attaquait le Septentrion, la région de Savanes, 7000 militaires, selon les journaux, ont été mobilisés pour assurer la sécurité du chef de l'État dans sa région natale, Kara, et à l'occasion des fêtes des Évals. Donc, en grosso modo, il a parlé aussi de la bavure militaire et de la mauvaise manipulation des drones. Il a parlé des renseignements sur les mouvements des terroristes, etc., etc. En fait, il a parlé aussi de son parti, son projet de société, en fait. C'est ce qu'il a dit. Pour Dani Aïda, il a parlé de l'échec des efforts du gouvernement dans la modernisation du pays. Il a parlé de 5 tendances et le cercle politique togolais est fermé. Dans ce pays, les inégalités sont croissantes et les affiliés au régime ont beaucoup de faveurs et les autres sont obligés d'avoir les miettes et de subir leur hégémonie. Il y a le digital qui prend le dessus et les réseaux sociaux sont plus puissants aujourd'hui pour dénoncer le régime. Il a parlé de la 3e tendance, les Togolais qui sont affiliés exploitent, les Togolais qui sont affiliés au régime, bien sûr, exploitent le pays sur le plan économique, sur tous les plans. Il a parlé de la 4e tendance de la polarisation idéologique et de la montée du populisme. Et en 5e tendance, la radicalisation et l'extrémisme violent, ce que le docteur Adjamagua avait longuement, sur lequel le docteur Adjamagua s'est longuement étalé. Et il a parlé aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le Togo ne devienne un terroir pour le terrorisme. Il a parlé d'absence de rapport de force organisé et le régime aussi qui s'est mis en guerre contre son opposition, refusant de mettre en application les réformes. Voilà à peu près, il a parlé des initiatives et toutes ces initiatives n'aboutissent pas. Et il a parlé aussi des alternatives. Sur le plan politique, syndical, et
les partis politiques doivent trouver les moyens pour forcer le gouvernement à entamer le dialogue. C'est quelque chose comme ça. Encore une fois, des manquements, je demande à Dani de compléter ça. Monsieur Tchounovi, lui, a été beaucoup plus technique. Il a aussi, et ça je l'ai ici, il a parlé du Togo, de l'état de la gouvernance et de la gestion. Il a parlé d'abord d'un bref aperçu sur le Togo indépendant, ce que les pères fondateurs voulaient pour le Togo. Il a parlé du Togo économique aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, le secteur primaire, l'agriculture, qui contribue au PIB à hauteur de 22%, le secteur secondaire, la fabrication de produits alimentaires, à concurrence de 23% du PIB, et le reste peut-être 55%. Il a parlé du secteur informel qui est responsable de plus de 50% de la PIB. Il a parlé aussi de la situation de l'état de la situation des ressources minières. Il a parlé de la région maritime où on trouve du phosphate, du calcaire et du clinker. Il a parlé de la région des plateaux où on trouve du cuivre, du nickel, du chrome, de l'or. Il a parlé de la région centrale où on trouve des indices de polymétallique et du phosphate de fer à Pagala, de la région de Kara où on trouverait peut-être de l'uranium. Thank you. Et de la région des savanes où on trouverait de manganèse à Naïga. L'état réel du pays, le Togo, il a parlé des dépenses. Il trouve que les dépenses de prestige sont exorbitantes. Il a dit que le Togo, le chef de l'État du Togo, fait en moyenne 22 voyages par an, ce qui fait un voyage tous les 17 jours, ce qui contribue énormément à augmenter les dépenses de l'État. Il a parlé de l'administration aussi qui est très inefficace et il a donné des chiffres, c'est le nombre de travailleurs dans la fonction publique, le nombre de travailleurs dans la fonction publique. Il a parlé aussi du bradage des domaines de souveraineté de l'État, et la BTD, et puis c'est lui seul l'UTB parmi les banques qui n'a pas été encore bradé. Il a parlé de la gestion publique. Le résultat est maigre, selon lui. Et puis, bon, il a parlé aussi de la capitation des deniers publics par la minorité pieuse. Il a dit que 12 milliards du fonds pour l'entretien routier avaient disparu, 520 milliards de la CNPT, Société Nouvelle des Phosphates aussi. Il a parlé de 1,2 milliard de la FTF, Fédération Togolaise de Football, 170 milliards au port autonome de Lomé, 100 à 253 milliards à Togo Télécom, 400 millions à la nouvelle société cotonnier du Togo, 20 milliards à la CET, 26 milliards de la route Lomé-Vaughan-Foin, 17 milliards de l'UTR et récemment 500 milliards du pétrole gaz. Voilà à peu près ce qu'il a dit. Il a dit, conséquent de l'absence de vision et de patriotisme. Nous savons ce que cela voudra dire. Et conséquent de l'absence de vision et de patriotisme, ça continue toujours. Et durant la Covid, même le chef de l'État s'est permis de voyager une fois. C'était trop. Bon, voilà à peu près ce qu'il a dit. Il a, dans les tentatives de solution, dans un Togo nouveau, il a demandé de rendre l'administration inclusive et accessible avec une déclaration de service. Il a parlé de réduire le train de vie de l'État en dégraissant les avantages, bon de sens, etc. Faire de rendre possible l'égalité de chance pour la poursuite du bonheur collectif. Voilà à peu près ce que M. Tchounovi a dit.
Bon, voilà. Et les débats peuvent s'ouvrir si les intervenants, les panélistes, trouvent que ce que j'ai rendu par rapport, est minimum par rapport à ce qu'ils ont dit, ils peuvent toujours compléter. Je vous remercie. Et voici qu'il y en a mis. Hein? C'est pas facile. OK, les débats sont ouverts. Nous attendons de vous des apports pour compléter ce que nos panélistes ont dit et des questions. Si vous voulez ajouter, nous avons tout le plaisir de vous recevoir. Voilà comment ça va se passer. 5 questions, les panélistes vont répondre et on prend une autre série de 5 questions et je pense qu'on tendra vers la fin et le dîner. On va commencer. Merci. Et en attendant les questions, est-ce que je peux faire un complément? OK. Oui. C'est voilà. Dr. Adjamago? Oui, c'est ça, Dr. Adjamago. Voilà. Oui, en attendant les questions, mais si jamais il y a des questions, je peux m'interrompre. Mais je dis en attendant les questions. Et j'avais soulevé la question des scandales, les derniers scandales de corruption au Togo. Et j'ai parlé seulement de Petrol Gate. Mais je n'ai pas eu le temps de parler de nos scandales qui me tient à cœur. C'est l'injustice fiscale. Voilà. Et l'opposition ne dénonce pas cela. Et voilà. Et dans la dernière législature de l'Assemblée nationale, les députés de l'ANC, ils ont diffusé dans la presse la contribution de tout le port de Lomé, notamment de Bolloré, au budget de l'État. Et cette contribution a été évaluée à 2 milliards pour un budget de 1000 milliards. Alors que rien que la société Bolloré a annoncé des bénéfices de l'ordre de 2000 milliards. Donc, pour un bénéfice de 2000 milliards, Bolloré a contribué seulement à 2 milliards au budget de l'État, c'est-à-dire à l'entretien de l'État, au partage des richesses. Et c'est vraiment scandaleux parce que ceux qui profitent le plus du Togo, ceux qui gagnent le plus, ne contribuent pas par les impôts au bien-être des Togolais. Docteur Adjamago, nous avons une question. Ah oui. D'accord. Le coordinateur général veut vous poser une question. D'accord. Monsieur le modérateur, j'ai une question pour les trois panélistes. D'accord. Dans notre pays, nous savons que nous avons un fort taux d'endettement. Un fort taux d'endettement. L'endettement caracole les 80% du PIB. Et cette gouvernance, à la petite semaine dont nous venons de faire le constat, oblige le régime à émettre des coupons obligataires tous les 3 mois, presque tous les 3 mois, grâce à l'appartenance du Togo à l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. À cette allure, est-ce qu'on peut dire que nous allons vers ce qu'on appelle une banqueroute totale au niveau de notre pays
Voilà la question que je voudrais savoir en termes de perspective, comment ils perçoivent cette gestion à la petite semaine avec des émissions obligataires tous les 3 mois. Et c'est parce que peut-être nous avons la chance d'appartenir à l'UMOA. Sinon, peut-être qu'on aurait déjà une faillite généralisée et les salaires, etc., ne seraient plus payés. Voilà la situation telle qu'on la vit à 80% de l'endettement du PIB. Bon, en attendant, les panélistes peuvent répondre à cette question-là. C'est des coupons obligataires tous les 3 mois, ce qui fait plus de 80% de l'endettement. La question, allons-nous vers une banqueroute? Si vous permettez, je peux me lancer. Effectivement, le Togo est très endetté, ça continue. D'autant plus que l'endettement ne sert pas à des investissements. Parce que quand tu t'endettes et tu investis, au moins quand il y a le fruit sur l'investissement, tu pourrais rembourser tes dettes. Contrairement à cette situation, le Togo s'endette pour des dépenses non structurantes, comme je l'avais dit. Même le mécanisme incitatif de financement agricole, MIFA par exemple, qui a été lancé avec 650 milliards de financement sur 10 ans, lancé en 2018. Nous sommes à mi-chemin actuellement, mais rien n'est fait. Mais ce sont 650 milliards qui ont été mobilisés. Il faut dire aussi que la presse avait souligné, je donne des exemples, la presse avait révélé que le Togo avait fait un prêt auprès de l'Arabie Saoudite, ou du moins un mécanisme pour financer l'agriculture de 10 milliards environ, mais le Togo avait mis en hypothèque certains immeubles publics alors que ce financement est reçu, mais aucun résultat. Donc, comme le dit le coordonnateur, le Togo va vers une sorte de banqueroute. Et encore là que nous hypothéquons certains de nos immeubles, certains de nos biens, non seulement on va être en cessation de paiement, mais ceux-là, les prêteurs vont venir récupérer les hypothèques. Donc, la situation est plus dramatique qu'on pense. Donc, il faut aller vers des financements structurants pour pouvoir rembourser les dettes, asseoir une base de développement. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas de pays qui se soit développé sans l'autosuffisance alimentaire. L'agriculture n'est pas financière, l'agriculture est encore plus ou moins traditionnelle. Les gens dépensent énormément d'efforts pour un rendement à l'hectare, je dirais, insignifiant. Mettons-nous au travail, développons l'agroalimentaire, et c'est à partir de là que les unités de transformation, les petites unités de transformation partent. Et les unités vont se transformer après par des entreprises ou des industries intermédiaires, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas bâtir sans des fondations. C'est un peu la réponse que j'aimerais donner. Oui, l'endettement est très élevé, mais il n'y a pas de contrepartie réalisée sur le terrain, ce qui veut dire que ce sont des dettes vides que nous devons rembourser, le pays doit rembourser, les générations futures. Merci. Et j'aimerais compléter. Allô, est-ce que je peux intervenir? Oui. Vous pouvez intervenir. C'est qui? C'est le docteur Adjamagbo? Docteur Adjamagbo. OK. C'est docteur Adjamagbo. Où est-ce que vous m'entendez? On s'entend. Docteur Adjamagbo. On vous entend. Voilà. Et oui, et donc, et la réponse de mon prédécesseur est pertinente, mais j'aimerais la compléter par une solution possible. C'est que pour limiter l'endettement et surtout pour équilibrer le budget, il faut absolument
que l'État togolais applique une justice fiscale. En tout cas, et que l'État togolais fasse preuve d'une plus grande justice fiscale. Et la justice fiscale demande que ceux qui créent le plus de richesses, qu'ils contribuent au budget en fonction de la création de richesses. Or, on sait que les entreprises qui créent le plus de richesses au Togo, c'est les entreprises étrangères, au premier rang duquel il y a Bolloré, puisque il y a quelques années, Bolloré a dit qu'il a fait 2 milliards, on ne sait pas si c'est bénéfice ou bénéfice d'affaires, en une année au Togo. Et sur les 2 milliards, il disait qu'il a contribué seulement à 2 milliards au budget de 100 000. Bon, donc, normalement, il fallait au moins une contribution de l'ordre de 20% et du bénéfice. Bon, mais Bolloré n'est pas le seul. Et les autres petites entreprises étrangères, comme celle des Libanais ou bien des Indiens, eh bien, par un jeu de corruption, eh bien, ils ne contribuent presque à rien au budget de l'État. D'ailleurs, pour revenir au cas de Bolloré, on sait officiellement que si Bolloré ne contribue pas au budget comme il devrait, c'est au nom d'un pacte de corruption signé entre Bolloré et le chef de l'État, puisque ce pacte de corruption fait l'objet d'une poursuite officielle par la justice française actuelle qui est en cours. Donc, on sait l'origine de cette manque à gagner du budget togolais, de l'État togolais, et par rapport aux bénéfices de Bolloré. C'est dû à un pacte de corruption. En tout cas, l'État français admet qu'il y a eu un pacte de corruption et donc une procédure judiciaire est en cours pour juger ce pacte de corruption qui explique que Bolloré étant le plus grand bénéficiaire du marché économique togolais, il ne contribue presque à rien au budget togolais. Mais ce pacte de corruption est valable aussi pour les autres petites entreprises étrangères d'Indiens, de Libanais. Et donc, ce n'est pas des pactes de corruption qui ne contribuent à rien. Alors que dans le même temps, les services... Docteur Adjamal, merci beaucoup. Ah, bon. Merci. Nous avons, si le troisième panéliste aussi a quelque chose à rajouter, ça aurait été bien. Soyez un peu plus bref. Bon, je voudrais bien y ajouter quelque chose si vraiment il n'y a pas d'autres questions, mais il faut retenir que la tendance à l'endettement du Togo n'est pas quelque chose qui est réservé au Togo seulement. On a vu dans la sous-région deux pays voisins comme la Côte d'Ivoire et le Ghana qui ont abondamment recouru également à l'endettement extérieur. Ce n'est pas nécessairement l'UEMOA qui favorise cela, c'est un choix délibéré, un choix politique. Et le Togo de 2017 à 2021, par exemple, selon même les propres chiffres du ministère de l'Intérieur du Togo, son taux d'endettement a été multiplié par 4. Et ce n'est pas seulement sur le marché régional que le Togo, par des émissions d'obligations, s'endette. Le Togo s'est massivement endetté aussi auprès des institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. Mais tant que la notation du Togo sur la place du marché lui permet de continuer à recourir à ces obligations, bon, ça va continuer. Sauf qu'il faut, la question que les citoyens peuvent se poser, la question, c'est qui sont ceux qui achètent la dette du Togo? Le Togo est redevable de qui, en fin de compte? Ces émissions d'obligations-là, est-ce que ce sont des multinationales, ce sont des banques, c'est des privés ou d'autres États qui achètent ces dettes-là? Parce que si c'est des pays comme la Russie, la Chine, tout ça, demain, il faut savoir qu'au finish, on va garder peut-être la direction du pays, mais les ressources du pays ne nous appartiendront plus. On a en Afrique de l'Est, par exemple, en Afrique australe, un pays comme la Zambie, qui s'est massivement endetté comme ça, et aujourd'hui, ces ressources minières sont hypothéquées. Donc voilà, je ne vais pas plus en dire plus, mais ce sont des questions qui sont abondamment illustrées par des rapports qu'on peut lire partout. On a une autre question pour vous.
En fait, c'est pas une question mon petit commentaire, en fait, c'est par rapport à la manière dont les ressources financières et humaines sont gérées. Ça, à travers les exposés, surtout le dernier exposé qui est bien documenté, il est clair que les ressources humaines et minières au Togo ne sont pas gérées dans l'intérêt de la population togolaise. En fait, cette conclusion, on peut la tirer, que les ressources humaines et financières minières du sous-sol ne sont pas gérées dans l'intérêt de la population togolaise. Et quand nous regardons bien, quand nous faisons de près l'analyse, c'est que c'est une gestion à des fins de conservation de pouvoir. Quand vous prenez l'administration togolaise, ça c'est les ressources humaines. Comment cette administration est gérée? Comment on vient à l'administration togolaise? Nous avons écouté un ministre tout récemment qui a déclaré que après les concours, ils sont obligés de faire des micmacs pour recruter les gens. C'est le ministre de la République qui l'a dit à Taparon. Pendant les campagnes électorales, nous voyons comment l'administration se vide pour aller battre campagne. Une administration qui est censée être neutre se vide entièrement pour aller battre campagne pour un candidat, alors que ce candidat compétit au même titre que les autres. Maintenant, ça, c'est la fonction publique. Quand vous regardez au niveau des sociétés d'État, le port autonome de Lomé et Togo Télécom, l'ONATO, la Caisse nationale de sécurité sociale, ces sociétés parapubliques, comment le personnel est recruté? C'est ça, c'est-à-dire que vous avez un frère qui connaît quelqu'un, le DG de Togo Télécom, bon, il vous met là-bas en tant que personnel, mais en fait, vous vous sentez redevable. Et quand la campagne, les élections arrivent, on vous souffle à l'oreille, mais écoutez, vous savez, on vous a mis là-bas, c'est sûr, mais en retour, mais vous devez, voilà. Et c'est comme ça, on agit sur le vote des Togolais. Je voudrais peut-être faire une proposition, je ne sais pas, à travers surtout le dernier exposé, qui pour moi est très bien documenté. Je ne sais pas si ce serait fait en termes de résolution ou bien versé au dossier pour du Togo pour ses prochaines actions. C'est-à-dire que quand vous regardez au niveau des sociétés d'État surtout, et prenez Edi Togo, l'actuel directeur général d'Edi Togo est retraité depuis près d'une dizaine d'années. Mais il est toujours là-bas. Et puis ça ne dit rien à personne. Et je suis d'accord à celui qui a dit que la société civile et l'opposition togolaise ne communiquent pas forcément trop sur ces dossiers. On a vu comment M. Ouala aussi a géré la Caisse nationale de sécurité sociale. Il en a fait un bien privé. Comme quoi, c'est comme si c'est quelque chose qui lui a été légué. C'est la même chose que la LONATO a été gérée par M. Pikemsi, je crois, à son âme. Il est resté là-bas malgré qu'il était à la retraite. Aujourd'hui, l'OTR, le responsable de l'OTR, il est à la retraite depuis, mais il est là. Alors qu'il y a les jeunes qui chauffent. Non, moi, je crois que c'est des dossiers sur lesquels on doit nécessairement communiquer. Et je pense que, et je le dis, le dernier exposé est très bien documenté avec des chiffres et ça peut faire l'objet d'une résolution pour interpeller la société civile, les partis politiques, de la manière dont nos régies financières sont gérées. On est unanime par rapport au dossier Bolloré. Qu'est-ce que la société civile togolaise, les partis politiques togolaises font du dossier Bolloré? Où on a dit que le chef de l'État lui-même, Faure Gnassingbé, a participé à un pacte de corruption. On en fait quoi? Mais il faut qu'on ne peut pas nous offrir des occasions que celle-là. Ce n'est pas possible. La justice togolaise dit que celui qui dirige le Togo actuellement a participé à un pacte de corruption en signant un contrat avec Bolloré. Et c'est sur la base de ce contrat qu'il a été élu en 2010. Il y a eu les candidats à l'élection présidentielle 2010, oui ou non?
Les partis politiques, oui ou non? Les responsables, ceux qui ont participé à cette élection, ils sont où? L'opposition togolaise est où? La société civile, elle est où? Et le gouvernement togolais sort pour dire que c'est une affaire franco-française. Et tout le monde se tait. Donc, je crois que on se pose vraiment la question. Oui, si nous voulons le changement, oui, mais donnons-nous les moyens pour ce changement. Et donc, moi, je pense, et je termine par là, que vraiment, ce dossier doit faire l'objet d'une analyse particulière et minutieuse au niveau de Kodi Togo. C'est très important. Merci beaucoup. Merci, Maître Guéré. C'est bien documenté, c'est bien dit ce que votre rapport. Je vais passer la parole à Théo, qui veut aussi faire une intervention. Merci pour le panéliste. Le thème de leur intervention tournait autour de la gouvernance et de la gestion des ressources humaines, minières, etc. Et dans leur développement, au moins pour deux d'entre eux, je crois, la question du terrorisme a été abordée. Ils n'ont pas fait de lien direct entre la thématique et le terrorisme, mais peut-être qu'il y a un lien qui a été fait. Le seul fait qu'il ait évoqué cette question d'actualité. Alors ça m'a fait penser à la théorie d'un économiste français, Thomas Piketty, un économiste qui travaille à partir de l'histoire et qui, à travers ses recherches, est arrivé à la conclusion que dans les périodes, en tout cas cette observation-là, dans les périodes de l'histoire où il y a le plus d'inégalités au sein des sociétés, où les gens souffrent le plus, on observe les niveaux de violence les plus élevés. En d'autres termes, il y a une relation entre la souffrance des populations, les inégalités et le niveau de violence. Est-ce que vous pensez que ce phénomène nouveau, cette émergence de ce terrorisme dans nos contrées et le risque que cela s'installe et s'étende pourrait être une des conséquences, je ne dis pas la seule, mais une des conséquences des inégalités, des souffrances de nos populations? Merci pour la réponse. Pour qui veut répondre. Merci Théo. Et je crois que les panélistes, vous avez la question ou bien je vous reprends ça rapidement? Si vous voulez, je peux commencer en attendant que les autres panélistes. On ne vous entend pas. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah oui, voilà. Et voilà. Moi, je pense que les dégâts déjà causés par le terrorisme actuellement, c'est dû à la gestion calamiteuse des ressources humaines et techniques de l'armée togolaise. Bon, et parce que l'armée, voilà, dans les chiffres donnés par les données statistiques et données par le troisième panéliste, et on voit que le Togo, en termes de PIB, investit plus dans l'armée que même les pays en guerre comme le Mali. Et donc, l'armée togolaise dispose, relativement au pays, à la population togolaise, de ressources humaines et techniques importantes. Mais depuis que la guerre a été officiellement déclarée, le 13 juin, mais il y a une gestion calamiteuse qui doit être dénoncée par la population et par les porte-paroles. Et donc, avant même de savoir si cette violence peut s'expliquer par des inégalités, il y a une mauvaise gestion manifeste, puisque la presse nous dit qu'il y a 7000 hommes qui ont été affectés et pour protéger les gens qui font l'affaire d'Akara, et on ne sait même pas s'il y a quelques centaines d'hommes qui ont été envoyés sur le front de la guerre. Comment parler d'une guerre déclarée? On n'envoie pas
les ressources disponibles sur le front de la guerre. On envoie les ressources là pour protéger les gens qui font la fête. Donc, il y a une gestion calamiteuse des ressources humaines. On sait aussi qu'il y a une gestion calamiteuse des ressources technologiques puisque les drones, n'étant pas bien manipulés, ont causé des victimes innocentes. Donc, cette gestion calamiteuse des ressources doit être d'abord dénoncée avant de trouver le lien entre ces violences et les inégalités. Bien sûr, il y a un lien parce que la région de Savane est une des régions les plus défavorisées du Togo. Donc, le fait que les islamistes trouvent un terrain favorable dans le Savane, ça a sans doute un lien avec les inégalités. Mais avant de parler de ce... Moi, docteur Bago, nous sommes un peu pris par le temps. D'accord, ok. Je vais donner la parole aussi aux deux autres panélistes. D'accord. S'ils ont des apports à faire. Je m'excuse beaucoup de vous interrompre comme ça. Nous sommes un peu appuyés par le temps. Merci. Dani et Joseph, vous avez quelque chose à ajouter? Merci, Edouard. Effectivement, il y a une corrélation évidente entre l'extrémisme violent et les inégalités. C'est établi. Ça fait près d'une dizaine d'années que je travaille sur la région du Sahel. Il y a d'abondantes études qui ont été réalisées là. Il y en a que nous sommes en train de conduire actuellement. L'année passée également, dans le cadre de ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, qui consiste à anticiper l'extension de l'extrémisme violent du Sahel vers les pays côtiers. Nous avons mené une étude qui a concerné la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, et c'est confirmé. Quand les terroristes en question, quand les mouvements terroristes ont envie de s'implanter dans une localité, ils jouent sur un certain nombre de appointements. Quand il y a des conflits locaux, quand il y a au niveau communautaire des situations d'inégalité, de violation et autres, ils surfent sur ça. Par exemple, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, au niveau du Burkina Faso, du Mali et du Niger, c'est démontré que la plupart des groupes qui sont affiliés soit à l'État islamique ou à AQMI ont pu s'établir grâce à cela. Donc, vous allez de la rupture de la confiance entre les populations et l'État. Après, la deuxième étape, c'est la radicalisation. Quand des gens ne croient plus à l'État, ils se radicalisent. Et le troisième niveau, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'extrémisme violent. Donc, ceux-là qui sont recrutés par ces mouvements qui leur promettent des choses. Aujourd'hui, au Burkina Faso, beaucoup de terroristes sont recrutés et payés pratiquement mensuellement. Ils ont des salaires. Il y en a qui n'ont jamais utilisé l'argent, mais ils sont dans leur village. On vient les recruter. On dit, écoute, si tu tues tel nombre de personnes, tu reçois ceci ou cela. On leur donne des motos. Et puisque l'État ne leur a jamais rien proposé, ils surfent sur ça. Donc, en gros, ce que vous avez démontré est réel et il y a d'abondante littérature là-dessus. Et on peut y revenir si cela vous intéresse. Merci beaucoup. Joseph, vous avez quelque chose à ajouter? L'essentiel est dit. Je dirais brièvement que il faudrait prendre en compte dans nos analyses, même les partis politiques, cette problématique-là, de cette corrélation entre la misère et l'attrait vers le terrorisme. Ce qui est immoral, ça ne justifie pas le terrorisme ou bien le djihadisme. Mais celui-là qui n'a plus de raison de vivre, celui-là qui meurt de faim, est facilement manipulable. On lui présente une alternative. Lui ne juge pas si l'alternative est bonne ou pas. Tous ces chemins mènent vers la mort, que ce soit la faim ou autre. Donc, c'est un peu un parallèle avec, par exemple, l'immigration qui traverse le désert, les océans, les gens meurent par milliers, mais on se pose la question, pourquoi ils vont encore? Mais parce que la personne n'a pas de perspective, n'a pas d'avenir, il doit mourir de faim. Tant qu'à mourir, c'est ça la réalité. Donc, il faut l'intégrer dans nos analyses. Et pour finir, c'est la même situation. Il faudra que le Haut-Togo, dans cette perspective, qu'on crée ce que je dirais une fibre patriotique économique. Faire confiance à nos entrepreneurs, à nos experts, à nos techniciens et des techniciens de terrain. Même les partis politiques de l'opposition, les leaders n'écoutent pas les experts. Les leaders n'écoutent pas les techniciens. Quand ils font des voix des sorties, tu te dis, mais qui les conseille?
Est-ce qu'ils écoutent les conseillers politiques, économiques et puis les techniciens du terrain? Donc, c'est cet ensemble-là. Donc, il faut intégrer tout ça, donner de l'espoir aux jeunes et ils seront moins attirés par ces écarts-là et puis tout ce qui est immoral. Merci. Merci, merci. Il y a une question? Une dernière question. Une question aussi? Ça devient en parlant. OK. Oui, donc je voudrais faire différents aspects de la guerre contre le terrorisme ont été. Et j'ai le sentiment qu'il y a un aspect qui n'est pas suffisamment important. Et pour bien comprendre cet aspect-là, je posais la question à qui profite le crime? Et quand on regarde très bien, on voit premièrement que le terrorisme oblige nos États à acheter encore plus d'armes. Et tout le monde sait que dans ces pays où sévissent les dictatures, qui dit commande d'armes, dit également surfacturation. Ça donne une première idée. Mais la deuxième idée, c'est quand vous regardez bien sur le plan mondial, les vendeurs d'armes, je pense que la France doit être au 3e rang de vendeurs d'armes. Ce qui veut dire donc que cette guerre contre le terrorisme profite aussi donc aux vendeurs d'armes. Donc, ça profite aux dictateurs, ça profite aux vendeurs d'armes. Et puis une dernière chose, que la crise au Mali a montré de façon indiscutable, c'est qu'avec Serval et Barkhane, alors que les djihadistes occupaient à peine 20% du territoire national, après 10 ans de présence de Barkhane et de Serval, les djihadistes sont arrivés à occuper 80% du territoire français. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir bac plus 80 pour comprendre que là, il y a un vrai souci. Si la France, avec toutes les technologies, avec l'aide donc de renseignements américains, en 10 ou 12 ans, n'arrive pas à réduire le terrorisme, et quelque part, il y a un souci. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'à travers le terrorisme, c'est une véritable guerre de reconquête qu'on mène contre nos peuples. Je vous remercie. Par rapport à la découverte de le docteur, parce que depuis qu'il a parlé, je me pose des questions à Zoria, des questions qui me reviennent. Et surtout par rapport à la position de Bolloré en Afrique et particulièrement au Togo. Also, si la France, malgré sans méchanceté par rapport au pays africain, a quand même pu exposer Bolloré il y a quelques années dans sa corruption vers nos États, surtout particulièrement vers à l'endroit du pouvoir au Togo. Je me demande, est-ce que vous dites Togo, par exemple, et a une politique avec la diaspora, peut-être mettre un peu plus de pression au niveau, parce que l'Allemagne est un pays très discipliné. Et je me pose la question de savoir, est-ce qu'au niveau de l'Allemagne, il ne faut pas mettre une pression particulière sur cette question de Bolloré? Parce que je pense que ça aura un impôt beaucoup plus efficient que sur le terrain. C'est une question que je me pose. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Est-ce que nous n'aurons pas un peu plus d'impact si nous tenons le côté Bolloré et tous les effets néfastes que cela fait au niveau du pays, au niveau de la diaspora, parce que c'est une rencontre avec la diaspora et donc peut-être que la diaspora devait aussi prendre une responsabilité ce soir, celle peut-être d'aller dans un combat précis, ciblé, ou peut-être dans un an ou 2 ans, ce que cela peut donner. C'est une proposition. Merci beaucoup. J'ai une double question. La première, rapidement. On sait bien que au Togo aujourd'hui, il y a même un ouvrage qui est sorti
depuis que cette dictature existe, depuis Bonnet, c'est la gouvernance de la terreur. Maintenant, aujourd'hui, on nous parle de terrorisme. La question donc de terrorisme institutionnel, qui est la substance de cette gouvernance de terreur, est-ce que c'est devenu un programme de société dans un tel régime, et comment on pourrait, selon nos intervenants, trouver les approches de solutions pour s'en débarrasser. Et surtout que le lien, la corrélation qu'on vient de faire entre les inégalités continuent à se creuser et fait donc de nos populations, en tout cas de notre peuple, des peuples affamés. Et la faim, la famine, etc., ne fait que fureur, ne fait que augmenter. Deuxième question, j'en termine. Il est question que des industries extractibles au Togo, il y a un souci de transparence dans la gestion justement de ces industries extractives. Qu'en est-il, selon eux, de l'exploitation des ressources minières au Togo? Parce que dans l'exposé brillant qu'ils ont donné, je n'ai pas vu l'once de cette question. Semblerait-il qu'il y a le pétrole, qu'il y a je ne sais pas, la bauxite, il y a d'autres qui sont exploités, mais dont la population n'en voit ni la couleur, ni l'odeur, ni, je dirais, l'oseille. Bon, merci beaucoup. Les panélistes, vous avez 2 minutes pour répondre rapidement. Qui prend le premier? Bon, si vous voulez, voilà, je vais répondre juste sur la question. Oui, allô? Si vous voulez, je vais répondre juste sur la question de la guerre contre le terrorisme, la première question qui a été posée. Et effectivement, ce qui se passe au Mali depuis plus de 10 ans démontre qu'il y a un soutien financier et logistique de puissances étrangères et aux terroristes. Bon, et dans le cas du Togo, c'est indispensable que ce soutien financier et logistique soit prouvé et dénoncé. Parce que c'est ridicule de vouloir combattre seulement militairement les terroristes et sans dénoncer le soutien logistique et financier apporté à ces terroristes pour rendre le Togo dépendant et sur le plan militaire et financier de certaines grandes puissances. Et dans le communiqué du MPL publié sur la question de la guerre contre le terrorisme, nous avons interpellé le gouvernement. Nous avons proposé au gouvernement qu'il y ait une commission d'enquête internationale sur le soutien financier et logistique apporté aux terroristes opérant au Togo. Merci. Nous avons 4 minutes pour terminer, pour boucler cette conférence. Et Dani, est-ce qu'il y a au Togo, nous avons un terrorisme institutionnel, c'est ce que l'intervenant a dit, et c'est devenu pratiquement un programme de société. Est-ce qu'elle approche pour nous en débarrasser? Et puis, il y a les industries extractives, il y a un souci de transparence à ce niveau dans la gestion de ces entreprises. Pétrole, bauxite exploité, mais le peuple n'en voit pas ne sait pas comment ces trucs-là sont gérés. Donc, rapidement, il faut donner une réponse très rapide plutôt
À ces deux Je questions, vais essayer. on en finit. Je vais essayer. Il est 7h27, on va finir à 7h30. Merci. Voilà, je crois que l'intervenant est parti de la théorie de notre grand compatriote Bonnet de Togo, état de terreur, pour approcher maintenant à la question du terrorisme. Effectivement, vous savez, la gouvernance politique au Togo est assise sur la terreur. C'est un état policier, tout le monde est surveillé, la communication est surveillée, les libertés publiques sont confisquées, ça, on en sait beaucoup. Maintenant, cette terreur-là, comparée à la terreur qui vient du terrorisme, est-ce que, par exemple, les deux nagent dans la même direction? Est-ce qu'un complète l'autre? La réalité est que le régime actuel, le régime togolais panique aujourd'hui face au terrorisme qui vient, qui n'est pas localisé au Togo. C'est du terrorisme qui vient de loin. On a vu depuis la dislocation de la Libye de Kadhafi, quand ça n'a pas pris avec le fils et autres en Algérie, c'est passé un peu par la Mauritanie. Et ben, on a vu depuis une dizaine d'années ce que le Mali a été, le Niger par endroits. C'est ça qui est passé par le Burkina Faso et qui est en train de venir vers le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc, en définitive, comment un régime de terreur qui n'a pas la confiance de sa population peut combattre ce système du moment où ce n'est pas une guerre classique? Ce ne sont pas des armes, ce ne sont pas des obus, ce ne sont pas des chars qui combattent ça. C'est asymétrique. Les gens se cachent dans la population, jettent des bombes, tuent des gens. En définitive, le régime de terreur du Togo est obligé de se transformer, de gagner la confiance de la population pour gagner cette guerre-là, cette autre guerre contre le terrorisme. Et c'est là où nous observons. Hier, Victoire Dogbe, Premier ministre, a rencontré la classe politique pour leur dire qu'il faut qu'on scelle un pacte pour lutter contre ce phénomène. Bon, on attend de voir ce que ça va être demain. Donc, il ne suffit pas d'une déclaration. Voilà, et j'ai promis à Edouard d'être bref. Pour ce qui est de l'exploitation des ressources minières par rapport à la question de gouvernance, qu'est-ce qu'il y a un contrôle? Je pense que le Togo fait partie de l'initiative ATI, c'est-à-dire Extractive Industry Transparency Initiative, où la société civile, les secteurs privés et autres sont là pour surveiller d'une manière ou d'une autre la façon dont les ressources naturelles sont exploitées, pour qu'il y ait une certaine transparence. Les rapports sont publiés par l'État et puis il y a des rapports alternatifs par la société civile périodiquement. Est-ce que ces rapports sont fiables? Allez-y savoir. Vous et moi, on n'est pas au pays, mais en définitive, beaucoup de sources qui nous proviennent du Togo sont questionnables en réalité. Donc, la société civile togolaise est aujourd'hui un peu sous éteignoir, hein. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un véritable contrôle citoyen sur la gouvernance des ressources naturelles. Voilà la réponse la plus courte, certainement insuffisante que je puisse donner à cette question. Merci beaucoup. Joseph, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, si vous permettez, je dirais que... Vous avez une minute pour le faire. OK, je vais essayer. Sur le plan économique, la première question, il faut être une alternative et non seulement aspirer à une alternance. Il y a une différence là-dedans. Il faut proposer quelque chose de différent. Il faut convaincre. Je vous donne seulement un exemple. Les messages de fin d'année 2021, allez-y les consulter. Nos partis politiques, nos opposants ont plus parlé d'insultes que d'offrir une vision. C'est le moment, message de fin d'année, le moment de présenter une vision au peuple, de dire ce que vous ferez différemment. Et ça manque cruellement. Et c'est ce qui fait que, même après 30 ans d'opposition, combien de partis politiques togolais peuvent nous offrir actuellement, par exemple, un état de situation économique sur le Togo? Combien d'écoles nous avons? Quels sont les besoins dans nos écoles? Dans les préfectures? Quels sont les besoins prioritaires? Si vous prenez le pouvoir aujourd'hui, vous allez commencer par quoi? Donc, c'est des programmes comme ça qu'il faut offrir au peuple et susciter l'adhésion pour continuer. Donc, je dirais brièvement, c'est ça. Il faut travailler fondamentalement à offrir une alternative aux citoyens togolais. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Sur le second point, je dirais tout simplement qu'il faut un code minier moderne. Il faut une carte géologique, c'est-à-dire que procéder à l'exploration sur tout le territoire, identifier ce qui est sous le sous-sol togolais. Et avec la transparence de l'information, publier les contrats miniers. Et ça fait une pression pour éviter la corruption endémique. Quand les informations sont publiées, nous exploitons tant
nous avons telle recette, c'est difficile de les dilapider toutes. Donc, la transparence, le code minier, et puis cartographier véritablement ce que nous avons dans notre sous-sol. Merci beaucoup, Joseph. Oui. Nous voici à la fin. Je tiens à préciser ceci. Et la dame qui a posé sa question a interpellé Cody Togo sur ce que nous avons fait pour, dans l'affaire Bolloré. Au début, nous avons cherché, nous avons cherché à voir si nous pouvons constituer une partie civile dans cette affaire. Parce que les partis d'opposition, à part la CDPA, n'avaient pas pris de position conséquente par rapport au problème. Nous avons cherché des avocats, nous avons même contacté des avocats. Et il y a un qui est à Marseille. Nous avons contacté d'autres avocats. Même, je ne sais pas si nous avions pris attache avec Maître Adjaré dans ce sens. Nous continuons toujours nos recherches et si ça aboutit, comment nous pouvons le faire? Nous avons besoin de conseils juridiques pour le savoir. Si nous avons tous les éléments réunis que cela est possible, je crois que Cody Togo va se constituer partie. C'est ce que je voulais vous dire pour terminer. Je tiens à remercier tout le monde, les participants et précisément Fouleté. Sans lui, parce qu'il y avait eu coupure d'Internet entre-temps, sans lui, cette conférence ne pouvait pas avoir lieu. Merci, merci beaucoup, merci tout le monde. Merci à tous, merci à nos invités. J'ai observé que tous les trois, vous êtes aussi à l'étranger, enfin hors du Togo, de la diaspora comme nous, et c'était un plaisir d'accueillir vos analyses et vos lumières. Merci encore.